Alors, il faut qu'on vous parle des spin-offs. Oh, les spin-offs, terme anglo-saxon, pour parler d'opérations de scission. Scission cotation, parce qu'on en voit pas beaucoup, mais en tout cas plus, notamment sur des grands groupes qui ont annoncé, Vivendi la semaine dernière, ce projet de scission. Ces opérations, est-ce qu'elles sont appréciées, est-ce qu'elles sont bénéfiques pour les investisseurs? On en parle avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. Je l'ai dit, Vivendi, il y a Sodexo aussi, c'est déjà fait. Non, c'est en cours. Sodexo est en cours et Solvay, c'est déjà fait. 3 poids lourds de la bourse qui ont et qui vont opérer des spin-offs. Déjà, en quoi ça consiste, cette scission? On pourrait rajouter Sanofi. On pourrait rajouter... Sanofi avec EuroAPI? Il y a eu EuroAPI, mais ils ont annoncé au moment de la publication de leurs résultats du 3e trimestre. Ah oui, qui a fait date d'ailleurs. Voilà, et pour masquer un peu le profit warning, l'introduction probable de la division grand public, pour recentrer Sanofi sur la partie innovation. Ouais. On peut parler de Renault avec sa filiale Ampère, qui est un projet, puisque Renault a détouré, au sens juridique du terme, c'est-à-dire isolé juridiquement la partie électrique de Renault pour éventuellement l'introduire en bourse au cours de l'année prochaine si les conditions de marché... Pourquoi les groupes font ça? Parce que c'est la guerre du capital, c'est une des problématiques de valorisation principalement. Donc ça, c'est valable quand on a un conglomérat. On sait que sur Vivendi, il y avait une décote importante liée au fait que toutes les activités entre elles, on se disait c'est un conglomérat, c'est une espèce de, pas de holding, mais de conglomérat. Voilà, donc dans le cas, effectivement, le premier critère, c'est la structure de portefeuille de la société qui introduit, dans le cas donc Vivendi, c'est tout à fait le cas, qui introduit une décote élevée. Et donc Vincent Bolloré de Guerlain considère qu'en cotant les 3 parties, puisqu'il s'agit d'un côté 3 parties à la sortie, la valorisation sera supérieure à la valorisation de l'ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est la première. Mais souvent, il y a une logique de coût du capital. C'est-à-dire, si on a des métiers qui ont des profils de croissance différents, au fond des métiers matures avec des métiers plutôt dynamiques, tiens, on peut prendre le cas de Solvay. Ouais. Solvay, c'est la chimie ancien modèle, si j'ose dire, plus la chimie de spécialité. C'est quoi ça, la chimie de spécialité? La chimie de spécialité, c'est des solutions innovantes sur tout ce qui permet, ce qui limite, par exemple, le frottement des pneumatiques chez Michelin. Il faut des caractéristiques chimiques dans la composition des gommes singulières. Et donc, Solvay apporte des solutions innovantes. Donc, c'est des solutions de spécialité. Vraiment, c'est pas de la commodité, mais c'est de la spécialité. C'est-à-dire que le chimiste apporte à chaque problématique industrielle un produit chimique avec des spécificités. Ah, mais est-ce que le produit chimique est écolo en tant que tel ou il est à vocation... Alors justement, on a introduit la dimension écologique. En général, effectivement, dans le cas de Solvay, c'est typiquement le cas, puisqu'ils isolent... Solvay isolera la chimie de l'ancien monde, si j'ose dire, et la chimie spécialité. Et il se trouve que la chimie spécialité, elle est sous cette contrainte écologique beaucoup plus puissante. Donc, la division chimie de spécialité atteindra très rapidement l'objectif 0 émission de carbone avant 2040, alors que le parc, l'actif chimique de l'ancien monde, si j'ose dire, ne l'atteindra qu'en 2050. Et là, on voit, tu l'as introduit dans ta question, une dimension singulière, c'est qu'avec la transition écologique, les groupes, notamment, alors ça c'est vrai pour les groupes industriels, pas pour les groupes médias, vont probablement introduire la partie décarbonée de leur activité, parce que celle-ci, elle est ESG compatible, donc elle intéresse les capitaux ESG, et donc elle aura un coût du capital plus faible, et donc le coût du capital plus faible, elle peut générer de la croissance externe plus facilement, alors que si elle reste encapsulée dans le périmètre au sens large, à ce moment-là, elle se voit appliquer le coût du capital et donc coût du capital plus élevé, donc croissance externe plus élevée. Ouais. Et donc tu vois, c'est cette espèce de logique de financiarisation entre valorisation et coût du capital pour le financement. Mais chez Sodexo, il n'y a pas de truc ESG. Sodexo, c'est juste la filiale, ticket resto, aide aux salariés. Totalement, mais c'est 2 métiers différents qui ont des profils de croissance. On y revient. On revient. C'est le point commun. Ouais. Voilà, il y a quand même la notion de coût du capital et de croissance. Le métier historique de service sur site a une croissance
ces derniers temps qui est pas loin de 10%, donc une croissance significative, mais une rentabilité qui est proche de 5 à 6%, alors que le métier de prestation, de tickets restaurants ou de récompenses, tout ce qui va avec, lui a une croissance qui est quasiment du double, pas loin de 20%, et surtout une rentabilité qui est 6 fois, 7 fois supérieure. Donc, ça veut dire que si tu isoles les deux, c'est une logique vraiment de financiarisation, tu permets à cette filiale de tickets restaurant, qui est très proche de Edenred, d'une certaine façon. Edenred, c'est un autre exemple. Edenred vient d'Accor. Oui. Un groupe hôtelier qui a... Edenred, un spin-off d'Accor. Et voilà, exactement. Et donc, tu reproduis... C'est une belle histoire boursière, d'ailleurs. Et ben voilà, oui, mais en général, c'est souvent des belles histoires boursières qui va lui permettre... donc, tu spécifies l'entreprise. Donc pour les cadres, pour le management, tu recentres. Il y a plus cette logique d'adossement avec des métiers qui sont plus lents ou différents, qui sont différents même en sens opérationnel du terme. Et donc tu crées normalement une gouvernance meilleure et une dynamique de croissance externe facilitée parce que justement le coût du capital va permettre une valorisation, enfin la valorisation va être plus attractive, coût du capital plus faible et coût du capital plus faible, donc dynamique de croissance externe favorisée. Ouais. Je lisais un article des Échos qui en parlait, qui disait que chez Solvay, la valorisation combinée de Solvay et de Syensqo, donc son spin-off, est plus élevée que celle du groupe avant le spin-off. Voilà. C'est CQFD. Donc voilà, exactement. Si tu réduis, voilà, tout à fait, tu réduis la décote. Mais dans le cas de Solvay, tu as une décote qui s'est introduite à partir de 2019, juste avant le Covid. Et donc, sinon, je pense que Solvay aurait peut-être conservé, mais il y a eu vraiment une rupture à partir de 2019, début 2020, au moment du Covid. Et puis, la chimie, globalement, au sens mondial du terme, a beaucoup souffert du choc énergétique. Et donc, ça a du sens d'introduire une filiale de chimie de spécialité qui a une consommation énergétique plus faible. Évidemment. Et surtout qui est ESG compatible, bien sûr. Donc on se dit quoi? On se dit que ça plaît à la bourse, ces spin-offs, d'autant que la bourse aime, la bourse aime les pure players. Voilà, oui. Alors, oui, tout à fait. C'est la fin des conglomérats, c'est la fin des... Oui, tendanciellement, c'est plutôt la fin des conglomérats. Si on prend l'exemple du capitalisme français, alors il y a des conglomérats, mais qui sont tous singuliers. LVMH, d'une certaine façon, c'est un conglomérat, mais c'est un conglomérat à la française qui est quand même positionné sur le terme générique luxe. Ouais. Mais on a un ex-grand conglomérat qui était la Compagnie Générale d'Électricité. Tu sais que si on faisait une comparaison industrielle entre la France et l'Allemagne, il y avait du côté français la Compagnie Générale d'Électricité et du côté allemand, on avait Siemens. Et bien, tu vois même, aujourd'hui, la Compagnie Générale d'Électricité, Alcatel, a quasi disparu. Tu as encore ses filiales, Alstom, Nexans, et du côté Siemens a commencé à déconglomératiser en introduisant, un néologisme, ça, hein. Oui, en introduisant Siemens Energy, Siemens Healthcare. Tu as du côté néerlandais Philips qui peut avoir une petite logique de conglomérat. Tu as évidemment General Electric qui a aussi été fractionné. Tu as guère plus maintenant que dans Berkshire la zone... Hathaway. Bon, c'est encore autre chose, ça. Oui, alors, le fonds de comment il s'appelle, Warren Buffett. Warren Buffett. Mais bon, oui, mais c'est une logique. Par contre, on retrouve ce qui est tout sous-jacent à ces groupes industriels, l'observation que tu viens de faire, sous-jacent à ces groupes industriels, et c'est la théorie financière qui est derrière. C'est-à-dire qu'au fond, tu réduis une analyse industrielle à des groupes d'actifs, c'est-à-dire à des divisions. Et ces divisions, tu mesures, tu vas, et le marché exerce une pression. Donc pour revenir à ta question, sur les conglomérats, il ne reste plus que globalement l'Asie, le Japon, la Corée, et puis d'une certaine façon la Chine qui a probablement encore des conglomérats. Mais c'est guère qu'en Asie que tu vas trouver une dominante de conglomérats, sinon dans le reste du monde, je vais l'appeler occidental par abus de langage, effectivement tu as un fractionnement et un spin-off. Et je pense que c'est intéressant, pardon, parce que la question qu'on se pose, évidemment, c'est intéressant ce qu'on raconte, mais la question in fine pour l'investisseur qui nous regarde, les partenaires qui nous regardent, c'est de se dire, est-ce que c'est intéressant de miser, d'investir, d'acheter des actions liées à une opération de scission-cotation? En général, oui. En général, oui, puisque c'est une démarche de financiarisation de la part de la direction et du conseil d'administration. Et cette démarche a pour objet de valoriser mieux des actifs qui sont mal valorisés par le marché à l'intérieur d'un groupe. Donc, théoriquement, ça crée... Donc, le groupe garde le contrôle. Alors, ça dépend. Des fois, tu as l'exemple, par exemple, tu as l'exemple de Kering qui a distribué Fnac Darty.
C'est-à-dire que tu étais actionnaire de Kering et du jour au lendemain, je ne sais plus en quelle année, tu t'es retrouvé actionnaire de Kering et il y a eu un détachement d'une quote-part dans Fnac Darty. Donc tu vois, tu as toutes sortes, tu peux avoir l'augmentation, le spin-off, tu as plusieurs dispositifs. Mais pour en revenir à ta question, en général, oui, alors tu as l'exemple. Dernier exemple emblématique, c'est celui, puisque je crois que Worldline est sorti du CAC 40 vendredi soir, Worldline qui est un spin-off d'Atos. Et donc il y a, au moment du spin-off d'Atos, Worldline représentait 25% de l'ensemble pré-spin-off. D'un point de vue boursier. D'un point de vue boursier, en capitalisation je parle. Ouais. Et là, dans les derniers moments, ça représentait 85%, puisque Atos s'est totalement effondré. Donc il fallait plutôt être actionnaire de Worldline. Enfin, les deux ont baissé en même temps aussi. Oui, mais malgré tout, c'est vrai, mais la performance de Worldline est très largement. Surperforme en termes relatifs la performance d'Atos. Donc la fille, si j'ose dire, est beaucoup plus performante que la mère. Oui, bon, après, on parle évidemment... C'est un cas spécifique, mais en général... On parle de la bourse aussi. Oui, bien sûr, mais c'est un cas... Voilà, le sens de l'humour. C'était tentant. Merci en tout cas. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Passe de bonnes fêtes. Toi aussi, et puis à tous nos auditeurs et internautes. Salut. Salut.